cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Lorsqu'on pense accident de la route, on pense tout de suite aux dégâts matériels ou physiques. Mais il y a un dégât, ou plutôt un type de dégâts qu'on a l'impression d'oublier très souvent, les dégâts psychologiques. Chers amis internautes, bonjour dans ce deuxième numéro de la deuxième saison de Sur la route. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences psychologiques que peut avoir un accident de la route sur les victimes ou même sur l'entourage de la personne qui a été victime d'un accident de la route. Et pour en parler, je suis avec André Alihonou. André Alihonou, bonjour. Bonjour François. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes directeur général exécutif du CIADI, mais également psychologue. Avant de commencer, ou bien avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un accident de la route d'un point de vue psychologique? Un accident, tout simplement, c'est ça. Oui, un accident, on peut dire d'une façon générale que c'est un événement, je vais dire brusque, la survenue d'un événement brusque, imprévu, et qui a des conséquences néfastes sur le déroulement normal d'un fait, ou je vais dire, le déroulement normal de la vie, quelque chose du genre. D'accord. Concernant les accidents de la route, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on peut considérer comme cause psychologique de l'accident sur les acteurs routiers? Oui, merci beaucoup. J'avoue que c'est vrai que dans un accident de la route, il y a souvent, on dit, trois causes. On dit le matériel, c'est-à-dire le véhicule que vous utilisez, que ce soit le vélo, la moto ou le véhicule que vous utilisez, le moyen de déplacement que vous utilisez. Il y a aussi la route. Souvent, on accuse aussi la route, mais on va y venir tout à l'heure. Oui. Mais il y a aussi le conducteur, l'individu, celui qui est à la commande de ce véhicule, de ce moyen de déplacement. Et si je peux me le permettre, allez-y. La route ou bien le moyen, non, je vais dire l'espace que vous empruntez pour vous déplacer, on peut l'exclure des causes. Parce que cette route, on pourrait dire c'est parce qu'elle est défectueuse qu'il y a eu accident, alors que sur cette même route défectueuse, il y a des gens qui passent et il n'y a pas d'accident. C'est-à-dire, il y a un trou au bon milieu de la route, quelqu'un vient faire attention, il peut passer à côté. Mais quelqu'un qui ne fait pas attention, il va rentrer dedans, il estimera que c'est le trou qui peut-être a été la cause donc, de son accident. Donc, quelque part, et maintenant, si on prend l'autre revers, c'est que on repart cette route ou ce trou, cette route est neuve, mais il n'empêche qu'il y a des artisans sur des routes neuves. Donc, on pourrait dire par là que la route peut être écartée. Maintenant, quand on vient au matériel, au véhicule, aux moyens qu'on utilise pour nous déplacer, oui, quelque part, on pourrait aussi lui affecter un certain pourcentage dans la survenue d'un accident, mais cela encore reste sous le contrôle de l'individu qui est aux commandes. Donc, majoritairement, je pourrais m'aventurer sans avoir fait d'études, selon ce que j'ai lu par-ci et par-là, on pourrait dire que l'homme est à 90%, voire plus, à la base d'un accident de circulation. D'accord. Maintenant, concernant votre domaine, quelles sont les manifestations des conséquences? Avant d'aborder, bien évidemment, ces conséquences, comment est-ce que ces conséquences peuvent se manifester? Quand on voit une personne qui a été victime d'un accident, comment est-ce qu'on peut savoir que cette personne-là est déjà vit déjà les conséquences psychologiques de l'accident de la route? Ce qui est bien, c'est que d'abord, l'accident aura sur vous forcément trois types de conséquences.
prioritairement, vous allez avoir un dégât matériel lié à votre moyen de déplacement ou même à la route, etc. Vous allez avoir un dégât corporel, vous allez avoir peut-être des blessures, des fractures, etc. Mais il y a aussi un dégât émotionnel qu'on appelle choc émotionnel. Donc, ce choc émotionnel, qui est le plus grand dégât, est très difficile à appréhender et à traiter. N'empêche que le choc émotionnel se manifeste selon chaque individu de plusieurs façons. Vous allez voir, certains vont être tout de suite très agités, qui vont aller dans tous les sens, vont commencer par suer, vont commencer par trembler. Vous allez voir vraiment beaucoup de choses. Et comme d'autres, il va être figé totalement, comme s'il ne vivait pas, il est perdu, il est totalement désorienté, il est en train de se demander est-ce que c'est vraiment arrivé. Est-ce que je suis... Quand bien même il a peut-être une fracture ou bien un bras coupé, un pied coupé, il sent même pas la douleur. Il voit... Oui, il y a une certaine forme d'adrénaline, mais c'est comme s'il y a une inhibition. Et donc, c'est le choc qui fait qu'il est totalement perdu. Et donc, ça arrive tout de suite. Et ça, c'est les manifestations immédiates. Mais le stress post-traumatique que va générer, qui va être la conséquence directe de cet accident de cet accident, reste le choc le plus grand et émotionnellement, qui va plus tard ou pourrait plus tard dégénérer sur une psychopathologie ou bien un dysfonctionnement comportemental, c'est-à-dire votre manière de vous comporter peut changer suite à cet accident, suite à ce choc-là. D'accord, je sais que vous avez déjà abordé plutôt quelques conséquences. Hormis tout ça, est-ce qu'il y a des conséquences que l'accident de la route peut engendrer? Je sais qu'il y a pour d'autres, ça peut causer peut-être la dépression, mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences qu'une victime de l'accident de la route peut subir? Oui, bien sûr. En tout cas, aucun accident ne passe inaperçu. Sur le plan psychologique, aucun accident ne passe inaperçu. Déjà, la sensibilité de l'individu est interpellée. Et ce qui est encore choquant, c'est que le choc émotionnel, la blessure émotionnelle que laisse un accident, c'est pas seulement pour la victime, même pour les témoins. Selon la sensibilité émotionnelle du témoin, il peut être autant affecté que la victime. Et donc, c'est pas quand même banal. Oui, le choc émotionnel qui peut-être plus tard, si vous aviez, je pèse bien mes mots, vous aviez la chance que ça débouche tout de suite sur une dépression, on pourrait rapidement voir que c'est causé par là. Mais il arrive pour certaines personnes un peu plus résilientes que ça débouche sur un trouble comportemental. Son comportement va changer. Dans quel sens, par exemple? Si déjà, il peut commencer par se replier sur lui-même. Il peut commencer par éviter la foule, éviter la route, éviter de sortir. Parce que peut-être si je sors, quelque chose va m'arriver. Éviter d'emprunter peut-être le même moyen qui a été la cause de cet accident dont il a été témoin ou dont il a été victime. Donc, il y a quand même un peu tout ça. Mais à partir de là aussi, si votre comportement est réduit, forcément, c'est vos finances qui sont touchées. Votre mouvement pour aller chercher un peu de quoi suivre. Donc, ça va agir sur, j'ai envie de dire, votre quotidien et sur tout le long de votre vie. Votre manière de penser, votre manière de réagir peut être affectée. Selon aussi le choc, j'ai envie de dire, somatique que vous avez reçu. Si vos nerfs ont été touchés, que votre mobilité a été réduite, votre manière de penser, votre spontanéité, votre énergie a été réduite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être... voilà. D'accord, mais j'ai bien envie de demander, on voit souvent en situation d'accident des citoyens qui sortent peut-être leur smartphone pour prendre quelques images, filmer quelques vidéos, des comportements pas très agréables, il faut l'avouer. Mais est-ce que ces comportements-là ne peuvent pas avoir des conséquences psychologiques sur la personne? Parce que je me demande, une personne qui a été victime d'un accident, un accident de circulation, c'est le genre d'événement, disons-le, malheureux, un événement, voilà, qu'on a envie d'oublier. Est-ce que le fait de revoir peut-être
ces vidéos-là sans même s'y préparer, est-ce que c'est pas un traumatisme que ça crée? Même si vous vous préparez, lorsque la reviviscence, je crois, ne va forcément vous amener un choc. C'est un événement, comme vous l'avez dit, l'organisme, le cerveau n'a plus envie de se souvenir de cette douleur. Et le fait de revoir cette douleur, de revivre cette douleur, ne fait que réveiller l'événement. Et ça vous replonge à l'instant T où vous aviez fait l'accident. Et donc, ce n'est pas souhaité. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on va demander peut-être, c'est que les citoyens, peut-être de façon, j'ai envie de dire, spontanéité, générosité, naïve, arrêtent de poser certains actes qui peuvent précipiter l'individu tout de suite lorsque l'accident est arrivé de vie à trépas, comme ça peut totalement être la cause des conséquences, aggraver les conséquences psychologiques au niveau. Ce que je dis, je m'explique. C'est que le fait de venir filmer et de montrer, vous ne savez pas les circonstances dans lesquelles l'accident a lieu. Vous ne savez pas les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé là. Donc ça peut être des problèmes plus tard qu'il va gérer. Ça peut, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'il ne devait pas se trouver à l'instant T, là, à ce moment, à l'endroit là. Donc quand vous filmez et que peut-être c'est son patron qui l'a envoyé quelque part au point A, il s'est retrouvé au point B, vous voyez, vous l'empêchez déjà de bénéficier de cette assurance de travail pour pouvoir se soigner. S'il n'avait pas prévu, bon, un accident, on ne prévoit pas, je vais aller faire accident, j'ai l'argent pour pouvoir me soigner. Donc, c'est quand même des dégâts que vous causez. Et l'autre chose, c'est que, et ça, je me permets, c'est que lorsqu'un accident arrive, je voudrais vraiment que nos citoyens comprennent. Lorsqu'il y a un accident, la première chose à faire, c'est de sécuriser la victime. Vous sécurisez, c'est-à-dire vous écartez la foule, vous mettez des balises pour qu'il n'y ait pas de suraccident et vous appelez les secours. Ça, c'est ce que nous tous, nous pouvons faire. Ne touchez pas la victime. Si vous n'êtes pas secouriste ou si vous n'êtes pas médecin, ne touchez pas, ne l'approchez pas. Que ce soit grave ou que ce soit moindre, ne touchez pas. Tout ce que vous pouvez faire, si vous vous arrêtez, c'est sécuriser, qu'il n'y ait pas suraccident et appeler le secours. Les policiers nous donnent cet exemple à chaque fois. Quand il y a un accident, qu'ils sont au carrefour là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sécurisent, ils appellent les sapeurs-pompiers. Ils ne viennent pas dire, je suis policier, j'ai reçu des coups de secourisme, je vais le secourir, je vais le mettre dans notre véhicule pour aller à l'hôpital. Ils ne le font pas. Donc prenons exemple sur eux et arrêtons de filmer. Ce n'est pas des événements dont on a envie de se souvenir encore et encore. Et quand ça rentre dans les réseaux sociaux, bon, vous créez des dégâts qu'on ne peut pas gérer plus tard. D'accord. Vous avez abordé les suraccidents, on va en parler tout à l'heure, mais j'aimerais vous demander, quand par exemple vous avez employé l'expression qui me plaît bien, cette générosité naïve, quand on a envie ou bien on veut forcément aider cette personne qui a été victime d'un accident, mais qu'on ne maîtrise pas forcément les gestes de secours, les premiers secours. Vous imaginez une personne qui s'est retrouvée dans cette situation et en voulant aider, aggrave la situation. Mais est-ce que cette personne-là ne risque pas d'avoir des séquelles psychologiques aussi? Parce que de base, c'est parti d'une bonne action. Maintenant, voilà que la bonne action se retourne contre elle. Est-ce que cette personne-là ne risque pas d'avoir des problèmes? Est-ce que vous pensez que le Zem qui naïvement vient pour aider, il est en train de savoir qu'il fait mal? Non. Lui reste dans sa logique. Demain, quand il va trouver encore, il va vouloir le faire. Il faut déjà qu'il sache que ce n'est pas des gestes qu'on pose. Et que ce n'est pas des gestes. C'est-à-dire, vous pouvez déplacer ne serait-ce que la position de sa tête et le précipiter de vie à trépas. Et ça, il faut que les gens le sachent. Peut-être que la personne a une fracture au crâne et est dans une position au sol. Et cette position va lui permettre d'attendre jusqu'à ce que les secours arrivent. Vous n'êtes pas spécialiste. Vous venez, vous trouvez qu'il y a quelqu'un là à terre, il faut le secourir. Vous le soulevez, vous le déplacez de là. Vous changez sa position, peut-être, et vous réduisez son temps de vie. Peut-être qu'il y a une ouverture, mais le sang ne gicle pas encore. Et sur place, vous venez, vous voulez le déplacer. Vous le soulevez et le sang commence pas à gicler. Voilà que vous n'avez rien et vous n'êtes pas spécialiste. Vous savez, vous ne pouvez pas évaluer la profondeur de la blessure pour pouvoir arrêter la circulation du sang. Vous pouvez le précipiter de vie à trépas. Donc, votre geste le plus moindre possible
qu'il soit je ne sais pas, de quelle nature de générosité, abstenez-vous, laissez les spécialistes venir le faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de sécuriser l'endroit, de sécuriser l'individu, sécuriser, si vous voulez, son bien, enlevez sa moto de la route, si vous voulez, en prenant le soin de tracer peut-être, et sécuriser ses portables qu'on ne le vole pas, etc. Mais appelez le secours plus tard. D'accord. Quant aux conséquences, enfin, les circonstances qui ont concouru à l'accident, peut-être que la victime se demandait est-ce qu'il fallait vraiment que je sorte aujourd'hui. Est-ce que ce genre de circonstances ne risque pas, l'impact que ces circonstances peuvent avoir sur les conséquences? Est-ce que par exemple, une personne qui s'est dit, bon, aujourd'hui, j'ai bien envie de rester à la maison, mais après, parce qu'on l'a appelé, il se décide de sortir. Mais quelles conséquences cela peut avoir? Oui, ça va être des foyers qui vont nourrir son stress post-traumatique, sa culpabilité plus tard. Ce sont des foyers qui vont nourrir tout ça parce que, j'aurais dû. Et quand un accident arrive, c'est souvent comme ça. J'aurais dû freiner. Voilà, on arrive à un carrefour. Le carrefour, nous tous on sait. Que vous ayez fait l'auto-école ou pas, vous savez qu'arriver à un carrefour, c'est un lieu de rencontre de plusieurs voies. Donc, on ralentit. Mais il y a des gens, c'est eux qui sont plus malins que tout le monde. C'est pendant que les autres ralentissent, je vais profiter pour filer et aller plus vite. Quelqu'un d'autre peut dire ça aussi. Et voilà un accident qui arrive. Et la première chose que vous vous dites, quand vous aviez la chance d'avoir des blessures légères, vous vous dites, j'aurais dû ralentir. Mais tu aurais dû. Qu'est-ce qui t'a empêché? Donc, comme le dit quelqu'un, si je savais le dernier mot des imbéciles, il ne faudrait pas dire j'aurais dû. Ralentissons. Ou bien on arrive et puis on klaxonne pour que tout le monde, ceux qui sont devant moi, s'arrêtent ou passent comme si j'étais une ambulance pour que je puisse passer. La suite, on dit j'aurais dû ralentir. Pourquoi tu ne ralentis pas? Pourquoi tu ne freines pas et tu klaxonnes? La première chose qu'on fait, on ralentit. Et quand on voit que le ralentissement ne suffit pas, on freine. Et on laisse passer. Et on continue. Quelle que soit, j'ai envie de dire, l'urgence, il faudrait que vous arriviez pour pouvoir résoudre le problème. Donc, si vous n'arrivez pas, je ne vois pas où se trouve l'urgence. Donc, je pense que la première des choses à faire dans ce cas-là, c'est d'apprendre à se protéger soi-même en ralentissant, en freinant. Il faudrait qu'on mette ça dans nos quotidiens, qu'on freine davantage, qu'on ralentisse davantage, plutôt que de klaxonner et d'aller vite, de vouloir jouer et les malins. Et mieux encore, quand la victime est à terre, s'il nous plaît, évitons de venir lui dire, mais pourquoi toi-même tu filais autant? C'est déjà arrivé. Le monsieur ou la dame est déjà traumatisé. Et c'est maintenant, vous venez lui rappeler qu'il aurait dû ne pas faire ci. Ce n'est pas le lieu. Parce que vous le dites ou pas, il le sait déjà, il est déjà traumatisé et ça va le suivre pendant un bon moment. Pour ne pas dire pendant toute la vie. Et donc, ce n'est pas le lieu de venir. Et puis, ça ne va rien apporter à ce qui est arrivé. Donc, ce n'est pas le lieu. Au contraire, ce qu'on fait, on le rassure. On le rassure, on l'accompagne, on lui permet de descendre l'adrénaline, de baisser l'adrénaline, de se stabiliser, de se calmer sur le plan émotionnel, sur le plan hormonal, pour pouvoir donner l'occasion à son organisme de vivre un peu plus longtemps encore. D'accord. Quand par exemple on est victime d'un accident de circulation, en tant que psychologue, quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui est victime, enfin qui se retrouve dans cette situation? Quelle est la chose à faire immédiatement, même après avoir recouvert, maintenant que tout est guéri d'un point de vue physique, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Non, c'est immédiatement, c'est pas évident que la personne retrouve son esprit, j'ai envie de dire, retrouve tout son équilibre psychologique. Souvent, on est partagé entre stupeur, entre stress, entre culpabilité, colère et tout ça. Et donc, ça fait que dire que je me rassemble tout de suite, c'est très difficile pour certains. Et ça dépend aussi de la douleur physique que vous avez. Ça dépend forcément, quand je prends sous nos cieux, dans nos contextes ici, ça dépend des commentaires qu'il y a autour de vous.
Et donc, demander à la personne tout de suite, ce que je peux dire en tant que psychologue, c'est qu'il faudrait, quel que soit ce qui arrive, lorsque vous avez encore votre tête et que vous soyez assis ou debout, prenez le temps pour vous. Prenez 10 secondes pour vous, c'est-à-dire respirer. Asseyez-vous s'il faut, vous ne perdez rien. Asseyez-vous s'il faut, couchez-vous s'il faut, respirez. Respirez encore et encore. Prenez votre souffle et avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est ça. Apprenez à respirer. Et surtout, il faut éviter de dire, je vais boire de l'eau pour me calmer. Ne buvez que sous conseil d'un médecin. Mais ce que vous pouvez faire, lorsque vous avez encore, vous sentez encore dans votre tête, vous sentez encore que ça va, respirez. Respirez, restez sur place, asseyez-vous, éloignez-vous peut-être de la foule, respirez. Et si possible, par la suite, créez autour de vous un bouclier. J'ai envie de dire, créez-vous un cadre psychologique qui vous empêche d'entendre ce que les gens sont en train de dire. C'est-à-dire vous vous refermez dans une bulle, vous les entendez, mais vous ne les écoutez pas. Et ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous calmer et éviter tout de suite de commencer par réfléchir sur j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Tout de suite, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est comment je fais pour sortir de là. Je vais à l'hôpital, qu'est-ce que je ressens? Il faut commencer par s'auto-évaluer. Qu'est-ce que je ressens réellement? Parce que quand le secours va venir, on va vous demander qu'est-ce que vous ressentez. Vous aviez mal où? Donc, si vous ne vous concentrez pas sur vous-même pour voir où est-ce dans mon organisme, où est-ce que le fonctionnement a peut-être, il y a dysfonctionnement pour pouvoir le dire au secours, pour qu'il puisse m'aider efficacement, que vous vous concentrez sur tout ce que tout le monde est en train de dire autour de vous, vous ne pourrez même pas donner les bonnes informations au secours pour pouvoir vous aider efficacement. Donc, la première chose, on respire, on se calme, on s'assoit et on se concentre sur soi. D'accord. Moi, je connais une personne, elle a été victime d'un accident, mais enfin, de mon point de vue, c'est plutôt un chauffeur qui a posé problème. On marchait tous les deux, on allait quelque part et on a juste vu quelqu'un venu de dos et le gars nous a fauchés. Et aujourd'hui, il en garde encore les séquelles, il boite. Mais le problème là, ce qui m'a le plus frappé, c'est que pour celui qui est venu nous cogner, c'est que c'est nous qui étions en infraction, c'est nous qui n'étions pas bien positionnés parce qu'on aurait dû l'entendre venir. Dans ce genre de situation où, quand vous êtes victime, c'est vous la victime de l'histoire, mais c'est vous qu'on incrimine encore. Et en plus de ça, on vous incrimine à un point où, quand vous passez par exemple par un endroit donné ou bien par la même voie, où la même situation s'est produite et vous revoyez la même personne, cette personne ne semble pas avoir changé de comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine, moi de mon côté, je ne peux qu'imaginer ce que cette personne-là ressent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Humainement, on a envie d'avoir une réaction de vengeance. Oui. On a envie, mais malheureusement, vous ne pouvez plus. C'est déjà passé. Ce qu'il faut faire, il faut faire un travail sur soi-même pour savoir que c'est passé. Vous avez maintenant un handicap. Comment vous vivez avec votre handicap? C'est sur ça que vous devez vous concentrer. Parce que vous ne pouvez pas changer l'autre. Et courir après pour qu'il reconnaisse son tort, d'autres vont vous dire, assignez-le à la justice si vous pensez que vous aviez raison, vous aviez les preuves. Bon, oui, hein, ça dépend de vous, mais je dis, ça ne va pas venir réparer votre handicap. Votre handicap sera toujours là pour vous rappeler cette circonstance, ce jour et cet instant T. Donc, comment vous vivez avec? En ne faisant pas de ça un frein d'évolution, d'expression de votre potentiel. C'est là que c'est important. Et donc, si vous aviez besoin d'aide pour vous accompagner sur ça, oui. Mais ne restez pas dans ce que j'appelle combat inutile. Parce que vous allez rester sur ça. Ok, la justice va vous donner raison, mais la justice ne va pas enlever le handicap pour vous remettre comme c'était avant. Donc ça va être là. Après la résolution, j'ai envie de dire judiciaire de l'affaire, il va falloir vivre avec le handicap. Donc il faut apprendre à vivre avec cet handicap-là, se concentrer sur ça et se dire, bon, c'est arrivé, mais avec ça, comment ça ne m'empêche pas d'évoluer, de grandir, comment je dois
pouvoir quand même atteindre mes objectifs personnels malgré ça. Et ça, c'est ça le plus important. Sinon, ça arrive à beaucoup de personnes. Je pense que... Et souvent, on est tous en train de prendre ça un peu comme... Vous voyez, même celui, entre guillemets, le bourreau, dans cette situation, en vous accusant, essaie de se dédouaner psychologiquement, il essaie de ne pas souffrir de cela. Et donc, s'il arrive, et ça encore, ça dépend de son éducation, s'il arrive à ce niveau de malhonnêteté, vous ne pouvez rien. Si vous vous concentrez dessus, vous allez perdre du temps pour rien. Donc, concentrez-vous sur vous-même. Voyez comment vous vivez avec ce qui vous est arrivé, comment vous avancez quand même. D'accord. Avant de finir, je vais quand même vous demander, on n'a fait que parler de la victime, de ceux qui ont été, enfin, les témoins de l'accident, mais l'entourage de la victime, par exemple, les parents de la victime, les frères ou bien les membres de la famille, l'entourage proche de la victime, comment est-ce que eux autres, ils vont vivre avec cet accident? J'imagine qu'eux aussi, ils vont sans doute en souffrir. Oui, c'est ce que je disais à l'entame de l'émission. Malheureusement, les témoins, l'entourage ont les mêmes douleurs psychologiques. Sur le plan émotionnel, psychologique, c'est pas parce que la seule douleur que vous avez plus que c'est la douleur physique. Mais émotionnellement, vous partagez pratiquement les mêmes choses. Le père qui voit son fils revenant de l'école, renversé par un véhicule et qui perd une jambe, l'enfant va peut-être continuer par aller à l'école, continuer par, malgré ça, être premier de sa classe, mais le père va toujours se dire, il aurait pu être plus performant si ce chauffard ne lui avait pas arraché une jambe. Donc, autant l'environnement que la victime doivent être vraiment accompagnés. C'est nécessaire, c'est le même travail d'accompagnement sur le plan psychologique et émotionnel. D'accord. Le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Voilà, c'est tout pour ce deuxième numéro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.